Bonjour à toutes et bonjour à tous. Patrice Van der Sel, journaliste à Libération et à Actuel, rédacteur en chef de Nouvelles Clés, auteur du best-seller La Source Noire sur les EMI, mais aussi Le Cinquième Rêve, Contact avec les animaux et les dauphins, La Source Blanche, l'histoire du dialogue avec l'ange, J'ai mal à mes ancêtres sur la psychogénéalogie, Maître au monde, comment envisager la naissance autrement. Et là, nous sommes aujourd'hui avec Le Soleil est-il conscient? Et les dauphins et les baobabs et le cristal Elia et vous-même. Comment élucider le mystère de la conscience paru chez Très Daniel très récemment. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous commencez votre livre avec un exercice de visualisation que tout le monde peut se poser. De quelle façon nous représentons-nous la conscience dans notre vie personnelle? À votre avis, vous, comment vous la représentez, la conscience dans votre vie personnelle? Ce que je raconte dans mon bouquin, c'est que on se la représente de mille manières, de mille manières. Comment est-ce qu'on se sent exister? Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on se, comment est-ce qu'on est conscient d'être là? Eh bien, euh, euh, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus commun, de plus commun entre nous, et en même temps de plus difficile à définir. Ça nous échappe, ça prend mille, je- selon que je suis heureux, pas heureux, selon que je suis seul, en compagnie, selon que je suis dans la nature, ou j'ai conscience là, je vais boire une tisane de fenouil et de thym, et j'ai conscience du goût du thym dans ma bouche. Euh, voilà, et puis, mais si je suis soudain pris d'un sentiment de plénitude, d'un sentiment océanique en, en me promenant dans la nature, et que soudain j'ai l'impression de faire, d'être lié, d'être relié à tout, d'être relié au cosmos, à la nature autour de moi, et qu'à ce moment-là, ma petite enveloppe personnelle explose littéralement, ben, c'est encore de la conscience. La conscience, elle est, elle est partout, et elle est complètement, elle nous échappe, elle est indéfinissable, c'est c'est quelque chose de très mystérieux que vous savez, le mot conscience, il est récent, hein, 17e siècle à peu près, mais tout ce que ça recouvre, ben, il est évident que les humains l'ont éprouvé depuis la nuit des temps. Et la grande différence avec nous, c'est que nos ancêtres, disons nos ancêtres préhistoriques, ben, ressentir, aimer, détester, se souvenir, réfléchir, euh, inventer, créer, tout ça, ils le connaissaient, mais ce sur quoi j'ai tout de suite buté, qui est une sorte d'évidence, c'est que il s'appropriait toutes ces capacités, mais en même temps, il les attribuait à l'univers entier. C'est-à-dire que pour nos ancêtres, ben, une forêt pouvait rêver, une rivière pouvait rire, des nuages pouvaient se mettre en colère. Enfin, je veux dire, et puis à mesure que nous sommes devenus des civilisés, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'est rétréci. Le champ des êtres à qui on supposait que l'on supposait avoir toutes ces capacités, ben, il s'est rétréci. Euh, il est vraisemblable que on a pensé longtemps que les animaux étaient conscients, mais peut-être plus les végétaux. Et puis peu à peu, ça s'est rétréci, rétréci, rétréci. Et puis à la fin, dans les temps modernes, ben, on se dit qu'ils sont inaugurés par Descartes, tout simplement, le grand Descartes, qui dit que les animaux eux-mêmes sont des machines, et qu'il n'y a que l'être humain, qu'il n'y a que l'être humain qui est conscient. Et puis alors, dans les temps alors vraiment contemporains, c'est pas simplement l'humain, ce sont les réseaux neuronaux de l'être humain qui ont atteint un degré de complexité tel qu'ils engendrent, parce que c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui encore dans nos universités, les réseaux neuronaux hyper complexes du cerveau humain engendrent un truc qu'on appelle conscience,
qui sont des états, mais la conscience en soi, si vous allez dans une fac de médecine et que vous posez la question à un neurologue ou à un psychoneurologue, la conscience en soi, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire, c'est une hallucination, un délire. Donc, on est au bord de se dire que c'est même une illusion, qu'il n'y a pas de conscience. Et- ou que les machines vont devenir conscientes, que on s'interroge sur l'intelligence artificielle. Est-ce que une grande intelligence artificielle, puisqu'elles sont très 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 impressionnantes, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles sont conscientes? C'est- et, euh, et donc l'enquête est à la fois euh, 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 labyrinthique, un peu folle, c'est une mission un peu impossible, et en même temps c'est complètement passionnant parce que ça vous fait tomber. Moi, en tous les cas, j'ai été très surpris au cours de cette enquête. Je suis tombé sur des choses qui m'ont pas mal ahuri. Oui, alors ce sont les neurotransmetteurs qui ont été découverts récemment, qui vous ont mis sur le chemin des EMI il y a très longtemps. Maintenant, devenu grand-père, vous vous posez la question simple et énorme. Tous ces reportages, ces interviews, ces articles, ces livres, plus ou moins axés sur la conscience, ont-ils convergé vers quelque chose d'utile? Vous vous posez la question, donc en 2021, Oui, vous vous décidez à vous lancer dans une enquête générale sur la conscience. Et vous remontez donc oui, 1000 ans en arrière sur le fait que les animaux qui se soignaient en choisissant certaines plantes précises auraient pu indiquer aux humains qui les espionnaient comment se soigner. Vous dites nos ancêtres n'espionnaient pas les animaux, ils étaient des animaux. oui, C'est un peu ce que vous disiez oui, juste avant, hein. oui, 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 c'est un. Alors, en effet, les neurotransmetteurs, c'est vrai que c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. C'était il y a, c'était il y a 45 ans déjà. Il y a 45 ans, j'avais fait un certain nombre d'articles. C'était à une époque, fin des années 70, c'est le moment où nous qui avions été les 68 arts, hein, pour aller un peu vite, les 68 arts qui s'étaient pas mal méfiés de la science, parce que la science, elle est au service de quoi? Donc on était très contestataires, et puis en même temps, on était obligé d'admettre, moi j'avais démarré des études scientifiques, puis finalement bifurqué ailleurs, mais on était très passionnés de science en fin de compte, et une des découvertes formidables des années 70, c'est les neurotransmetteurs. C'est-à-dire que nous avons en nous, là, en ce moment, je ne sais pas si vous m'écoutez, moi je dis quelque chose et que vous écoutez, si on met des casques électroencéphalogrammes sur nos têtes respectives et qu'on observe les courbes, on s'aperçoit que ces courbes sont en phase, en quelque sorte. Et en nous, il y a en permanence, que nous soyons réveillés ou pas d'ailleurs, que nous soyons, quelle que soit notre activité, il y a en nous une symphonie chimique prodigieuse, à la fois chimique et électrique. Et les neurotransmetteurs, c'était une découverte qui nous plaisait beaucoup dans les années 70 parce que, en gros, suivant, d'abord, ça signifie qu'à l'intérieur de nous, il y a des drogues extrêmement puissantes, et tout à fait légales, tout à fait Retenue. légal, mais que nous ne pourrions pas fonctionner sans ces drogues à l'intérieur de nous. Et ce qu'on appelle les drogues, que ce soit pharmaceutiques ou du côté des drogues hallucinogènes et autres, elles agissent sur nous. Pourquoi? Parce qu'elles se font passer pour nos drogues endogènes, pour nos drogues. Et donc voilà, ça nous passionnait beaucoup. Et donc moi j'avais fait des reportages là-dessus. Et, et j'étais tombé sur, sur des articles dans la presse allemande qui disaient qui parlaient, j'avais jamais entendu parler des expériences de mort imminente, qu'en anglais, ce que le psychiatre Raymond Moody a appelé des near-death experiences, des NDE, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, la personne est presque morte, son cœur éventuellement s'est arrêté de battre, mais on arrive à la ranimer et elle rapporte une histoire fabuleuse. Une histoire fabuleuse où sa vie se trouve transformée, tout son système de valeurs, elle n'a plus peur de mourir, etc. Et c'est durable. C'est pas juste une hallucination passagère, c'est durable. Je me retrouve face à ce que les Américains appellent le Death and Dying Movement, le mouvement du mourir et, et de la mort.
Et fait, je me rends compte que les chercheurs qui travaillent sur ces données-là travaillent non pas sur la vie et la mort, mais sur la conscience. C'est-à-dire que comment est-il possible que quelqu'un dont l'organisme est déclaré mort clinique, que cette personne puisse vivre une expérience, non seulement vivre une expérience consciente, mais d'une conscience très intense, tellement intense que sa vie s'en trouve bouleversée. Et quand vous rencontrez les gens 20 ans, 30 ans après, elle est toujours bouleversée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Mm. revenus dessus. C'est pas juste j'ai fumé un gros truc et puis j'ai eu une vision extraordinaire. Mais une semaine plus tard, c'est fini. Peut-être que vous connaissez ça. Moi, oui. Jean-Pierre Changeux, qui est un Oui, neurologue, pense que Jean-Pierre la Changeux. conscience est une sécrétion du cerveau. C'est ce qui se disait à l'époque, que la Ouais, conscience ouais, était une voilà, sécrétion du c'est ça. Ben, cerveau. les chercheurs sceptiques qui étaient dans un combat idéologique et qui ne voulaient pas entendre parler de l'expérience de mort imminente aux États-Unis, eh ben, ce sont des émules ou des sans Jean-Pierre Changeux, c'est des matérialistes durs qui sont dans un combat idéologique. Et même s'ils n'ont rien prouvé du tout, ils disent, taisez-vous, c'est forcément, la conscience sort forcément du cerveau. Et c'est ce que moi j'ai un fils, mon fils aîné est psychiatre depuis déjà pas mal d'années, puisqu'il a 52 ans. Il n'a jamais entendu une seule fois, une seule minute de toutes ces études de psychiatrie en France, quoi que ce soit sur l'expérience de mort imminente, alors qu'on étudie toutes sortes de choses quand on devient psychiatre. Et donc voilà, oui, ça c'est l'école de Changeux. Et celui que je charge le plus, c'est dans mon livre, parce que finalement, en allant étudier aussi bien enfin, tout ce qu'il est possible d'étudier et qui pourrait nous mettre sur la piste d'une conscience, celui que je cherche le plus, c'est plutôt Jacques Monod, notre Oui, grand prix Nobel, Le hasard et la nécessité. Moi, j'avais 21 ans quand ce livre est paru, en 1970, oui. et il y a dans ce livre une phrase incroyable qui à l'époque m'avait ébranlé. Jacques Monod écrit, L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Il dit un peu plus loin que la solitude, il parle de la solitude cosmique voilà, un peu plus loin, et quand il évoque aussi l'absurdité du monde. Oui, tout ça, c'est la même époque. c'est un peu la même époque. Oui, oui, et Changeux va écrire L'homme neuronal, peut-être, je ne sais plus, une décennie plus tard, mais c'est un peu le même esprit. De l'autre côté, il y a la révolution de 68, c'est-à-dire avec les psychédéliques, les gens qui font des expériences, pas que de mort imminente, Oui, voilà, et qui fait là que la toutes conscience vraiment sortes est large. d'expériences. Il y a toutes sortes de révolutions en 68. Oui, 68 et les années qui suivent. C'est vrai que moi, je les appelle les années psychédéliques, qui quelque part, peuvent conduire au délire. Et ça a été mené à l'époque. On prenait du LSD pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui prennent aussi quelquefois des hallucinogènes en allant par exemple en Amazonie, mais qui le font plutôt généralement guidés par des gens qui connaissent. Nous, on faisait ça à la sauvage, n'importe comment. Ça pouvait vraiment vous conduire à l'hôpital psychiatrique ou à la mort, parce qu'il y a eu des victimes. Mais c'est vrai que, à la manière, je sais pas, d'Arthur Rimbaud, on voulait ouvrir les portes de la perception, ouvrir les portes à tous les horizons possibles. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à la fois dans le délire, mais aussi, on pourrait dire, dans l'ouverture, euh, des mondes nouveaux se dégagent qui paradoxalement, sont, se branchent sur les cultures très anciennes. Et moi, une des choses que j'ai découvertes dans cette enquête, c'est à quel point ceux que je suis en revue, qui va voir les Kogi de Colombie, qui va voir les, les Arawaks d'ailleurs et les Indiens ou les Bushmen du désert de Kalahari ou les aborigènes d'Australie, enfin les gens qui en sont qui sont restés branchés sur euh, une façon très paléolithique, on pourrait dire, paléolithique de vivre et de vivre dans la nature et en collectivité. Ces gens-là, en général, alors moi j'ai particulièrement suivi les Kogi de Colombie parce que j'ai été l'éditeur de Éric Julien qui leur rachète des terres, qui est très en lien avec eux. Et c'est très, très étonnant ce que disent ces peuples qui sont nos arrière-arrière-grands-parents, en quelque sorte, qui nous disent,
Alors, ils nous appellent les petits frères. Et ils nous disent, bah, c'est formidable. Fabriquer un avion, comment c'est possible? Ils montent, parce que Eric les fait venir, enfin, fait venir quelques-uns de leurs représentants en France. Et ils nous félicitent pour notre incroyable ingéniosité. Mais en même temps, ils nous disent tous, et ça, c'est une constante, une des constantes que j'ai retrouvées un peu tout le temps dans cette enquête, c'est qu'ils disent, mais vous n'entendez plus. Alors, vous n'entendez plus quoi? Mais vous n'entendez plus le monde, vous n'entendez plus la nature. Quand eux, ils se baladent dans une forêt, avant d'entrer dans la forêt, ils s'inclinent parce qu'ils entendent, disent-ils, ils entendent la forêt ou le maître de la forêt, qui peut être aussi bien un ruisseau qu'un rocher, qu'un très grand arbre, leur dire des choses, sous quelle forme, je n'en sais rien. Il regarde une montagne, il dit, bah ça, c'est une montagne femelle, vous voyez bien, vous l'entendez, non? Ben non, j'entends rien. Qu'est-ce que vous voulez dire, une montagne femelle? Ah bah si, celle-là, elle vient de la mer, et puis ça, c'est une montagne mâle euh, qui sort de la terre-mère. Et quand on peut vérifier, ça tombe pas mal, parce que la montagne femelle, elle est faite de roches sédimentaires, l'autre, elle est faite de roches volcaniques, c'est pas pareil. Ils entendent des choses. Et ça, c'est. Je suis tombé sur les écrits d'un écrivain sud-africain qui s'appelle Lawrence van der Post et qui dit la même chose. Il dit, il est dans le désert de Kalahari avec les Bushmen qui ne le croient pas, parce que la nuit, il est avec eux, la nuit dans le désert, on voit des étoiles, c'est extraordinaire. Et ils ne le croient pas parce que eux se racontent des histoires entre eux à propos de ce que leur disent les étoiles. Et lui, il ne comprend pas. Et ils lui disent, bah, attends, tu veux dire que tu ne les entends pas? Et non, lui, il croit que c'est une blague. Et eux croient qu'il leur fait une blague. Il prétend qu'il n'entend pas les étoiles. C'est pas possible, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que si, le mec n'entend pas. Il n'entend pas. Il est donc très handicapé. Et l'éco-guide de Colombie, ils le disent explicitement. Ils disent, on se fait beaucoup de soucis pour vous, les petits frères, parce que vous avez inventé un monde extraordinaire, mais les temps qui viennent, et là tout de suite, on pense forcément aux échéances écologiques majeures quoi, qui vont arriver sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Ils disent, mais vous ne les entendez pas, vous n'entendez rien. Et, et moi, ça m'a fait penser à différentes choses. Par exemple, aux travaux d'un philosophe allemand actuel, un assez jeune philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui dit, il a fait trois livres. Et le premier livre s'appelait Accélération, en disant, nous sommes, nous, actuellement, dans un monde devenu fou, parce qu'il ne fonctionne que sur la croissance. S'il n'y a pas de croissance, on est foutu. Il faut de la croissance, il faut de la croissance absolument. Tout le monde est d'accord à peu près, on est tous d'accord, il faut de la croissance. Et puis il faut que ça aille de plus en plus vite. Si les ordinateurs se mettent à calculer 10 fois plus vite l'année prochaine, c'est formidable. Et en réalité, c'est une roue de fou. C'est-à-dire que nous courons à notre perte. Ça, c'est le premier livre de Hartmut Rosa. Le deuxième s'appelle Résonance. Et il dit la même chose que ces peuples très anciens. Il dit, il faut absolument que nous réapprenions à entrer en résonance avec quoi? Monde. Nous avons un cerveau extraordinaire, c'est certain. Et c'est une bénédiction. Et dans les religions, on dit, vous êtes les fils de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Mais le fait de s'imaginer, comme dit Jacques Monod, que nous sommes seuls dans un univers indifférent paru par hasard, ça, ça transforme un peuple, et c'est ce que nous dit le philosophe Hartmut Rosa. Il dit, nous sommes reliés, la conscience, alors nous la captons d'une manière particulièrement extraordinaire quand nous avons des cerveaux humains, c'est entendu, mais il faut absolument, Rosa s'appelle rendre le monde indisponible, et j'ai mis un moment à comprendre au début, rendre le monde indisponible, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous sommes, nous sommes trop disponibles à la roue de hamster folle qui va de plus en plus vite et nous sommes tous prêts à courir. C'est comme dans la blague de Jamel Debbouze, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sketch de Jamel, où il est là, il court et tout d'un coup, il est à côté de quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu cours? Il dit, bah, je cours parce que tout le monde court. Mais pourquoi tout le monde court? Ben, je ne sais pas, il faut courir, non? Il faut courir de plus en plus vite. Et c'est un sketch très, très drôle que je raconte mal, mais rendre le monde indisponible, c'est arrêter de courir,
simplement parce qu'il faut courir. Il faut s'arrêter. Et alors, les grandes traditions spirituelles sont d'accord avec ça, pas que les bouddhistes, hein, de dire fais arrêt, stop, réfléchis, et à ce moment-là, tu vas peut-être pouvoir commencer à entendre, à entendre autre chose que euh, ce que le monde technologique t'envoie. Et voilà. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs autres très grandes surprises. Alors, les végétaux, ça, c'est fantastique, c'est fabuleux, et ça serait sans doute, ou peut-être trop long. La nécessité de revenir aux sources est un mouvement qui s'empare des humains de façon régulière dans l'histoire. Alors, est-ce Oui, que vous êtes néolithique, comme le dit votre ami François Complan? oui, oui. Oui, François Couplan, euh, François Couplan, le grand spécialiste des plantes sauvages comestibles, voilà. qui, qui s'est aperçu un jour, quand il était tout petit déjà, que les, comment on appelle ça, les Ouais. mauvaises herbes, il voulait faire un petit potager, puis tout. Ah bah alors, et puis un jour, celle-là, du temps de Louis XIV, on en faisait des soupes, ou cette mauvaise herbe-là, on en faisait des gratins. Et alors il s'est dit, mais pourquoi m'acharner à arracher ces mauvaises herbes, entre guillemets, à partir desquelles on peut faire des soupes ou des gratins, alors qu'elles poussent toutes seules, tranquillement. Alors il me dit, tu es tellement néolithique. Tu es tellement néolithique, c'est-à-dire tu dates tellement du temps des jardiniers et des cultivateurs. C'est vrai que mon père était agriculteur, donc c'est un peu normal peut-être. Revenir aux sources, oui, la révolte protestante, la révolte gandhiste, toutes les grandes révoltes à la fois politiques et spirituelles veulent revenir aux sources. Et nous, je pense que nous, dans les années psychédéliques, on a voulu revenir pas aux sources du judaïsme ou aux sources de l'islam ou aux sources, non, aux sources de l'humain. Maintenant, on peut parler de l'immense éclat de rire du peuple internaute, surtout pendant le Covid, là où tout le monde est resté coincé chez lui, où il y a eu un tas de vidéos sur la conscience animale avec des chiens, des chats, des animaux qui font des choses qui prouvent qu'ils ont une conscience. Il y a aussi, comme vous le dites, La vie secrète des arts de Peter Volben, je ne sais pas son nom. Dans votre livre, vous évoquez que la conscience, elle n'est pas uniquement Von une... Leben. La conscience, elle est partout, y compris même chez les cristaux. Ouais. Oui, voilà. Chez les végétaux, enfin, c'est un éclat de rire contre quelqu'un que par ailleurs j'aime beaucoup, qui s'appelle René Descartes et qui pense qu'un animal, à la différence de Montaigne, Montaigne pensait que les animaux avaient des émotions, des sentiments et qu'ils avaient une intelligence. Descartes, non. Descartes, il dit, oui, ils donnent l'impression, les animaux donnent l'impression d'être intelligents, d'être sensibles, etc. Ouais, ouais. Ouais, ouais, l'éclat de rire, c'est que moi, je regarde tous les jours, enfin, ou presque tous les jours, des vidéos sur les réseaux, des vidéos sur YouTube en particulier, pour ne pas le nommer, où on voit toutes sortes d'animaux se livrer à toutes sortes d'occupations. Quelquefois, c'est la même espèce, mais quelquefois, ce sont des espèces différentes. C'est du genre un singe qui épouille un chien, ou un chien qui sauve un chat, ou un chien qui joue au foot avec un cochon. Et puis, quelquefois, il y a des humains. Il y a un humain. Il y en a plusieurs avec des humains qui jouent de la musique ou qui chantent, et ça attire les animaux. Et c'est éblouissant de sensibilité, d'intelligence, et je dirais d'humour. D'humour. Je ne peux pas utiliser un autre mot quand je vois euh, certaines scènes. Alors, quelquefois, c'est presque too much quand le petit lion qui avait été élevé par un homme et qui est devenu un gros lion, et qui retrouve son éleveur, enfin, son Ouais. père humain adoptif, et qui se jette dans ses bras, et les deux roulent par terre comme deux rugbyman fêtant la victoire. euh, c'est impossible de se dire c'est une machine. Et c'est impossible de se dire que l'être en question, cet animal, et je pense que la plupart des gens qui ont des animaux le savent très très bien, l'animal, il a des états d'âme, il a une sensibilité, il a une intelligence, et il a donc une conscience. C'est pas la même que la nôtre, il est certain, il a... enfin bon, bref, voilà, ça c'est l'éclat de rire que je trouvais... j'ai entendu, voilà, je parlais avec mon ami le philosophe Denis Marquet, nous parlions de tout ça,
Et à un moment donné, il m'a semblé entendre, comme dans une alu, un éclat de rire qui venait qui venait de bah, de nos frères, de nos cousins animaux, et qui disait, ah bon, bah, je ne suis pas conscient, ah, je ne suis pas conscient. Et c'était, oui, et je trouvais ça très drôle. Pablo Servigne, que vous avez, avec qui vous avez parlé de collapsologie, de collapsosophie, de collapsopraxie, il vous dit, ne penses-tu pas que la conscience cosmique dont parlent les Kogis correspond pile à ce que d'autres appellent la noosphère de Théard de Chardin, Ouais. Oui, parce que ça, c'est le livre que j'ai écrit juste écrit avant. juste avant. J'ai fait, je suis allé en Ukraine, c'était pas encore la guerre totale. Je suis allé en Ukraine parce que c'est d'Ukraine que venait Vladimir Vernadsky, qui était un Ukraino-russe, qui a été le grand, enfin, un grand compagnon de conversation de Teilhard de Chardin dans les années 25-26, quand il vient à Paris et que tous les deux réfléchissent à l'idée d'une conscience collective des humains. Euh, Ils arrivent de voies assez différentes. Teilhard, c'est un jésuite, il est à la fois scientifique et complètement mystique, et poète, et il a des visions formidables. Il a eu ces visions, ses plus fortes visions, on pourrait dire, paradoxalement, alors qu'il se trouve dans les tranchées de 14-18, où il était brancardier. Et Vernadsky, il a été pas mal servi aussi. Lui, il est géologue, il essaie de comprendre ce que c'est que la vie. Tous les deux, d'ailleurs, sont darwiniens, complètement darwiniens, que ce soit le jésuite français ou le géologue russe, russo-ukrainien. Ils sont tous les deux, ils se situent tous les deux dans l'affiliation de Darwin, mais en essayant de la dépasser, en essayant de la transcender. Euh, et Vernadsky, quand il arrive en France, il s'interroge sur la matière vivante. Est-ce que le vivant, ce qu'on appelle le vivant, est réductible à de l'inerte? Et évidemment, à l'époque, on connaît pas l'ADN, on ne connaît pas tout ça. Et, et pour eux, il est évident que l'humanité l'humanité, dans sa grande intelligence et aussi sa grande folie, a créé une technosphère par-dessus enfin, émanant de la biosphère qui est la vie depuis 4 milliards d'années, bah, très, 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 très récemment, quoi. L'humain, l'humain, c'est quoi? Enfin, il commence à tailler des pierres peut-être il y a 1 million d'années, ou deux. Mais enfin, en tous les cas, il commence à poser vraiment des problèmes à la biosphère récemment. Enfin, à partir du néolithique, justement. À partir du néolithique, à partir du moment où il commence à cultiver la terre, très vite, il l'abîme. Il l'abîme, cette terre. Le croissant fertile au Moyen-Orient, il était fertile. Il était fertile, c'est devenu un désert. C'est devenu un désert pas à cause des industries pétrolières. C'est devenu un désert pour une part parce que les humains l'ont surexploité d'un point de vue agricole et qu'ils ont transformé. Enfin bon, bon ça s'est combiné avec des changements de climat, etc. Mais l'humain, l'humain et ses techniques, depuis on peut dire depuis la pierre taillée jusqu'au réacteur nucléaire, ne respecte pas, en tous les cas, n'a pas conscience de devoir se situer dans un processus qui s'appelle la vie, et qui a été, qui a donc, voilà, on dit aujourd'hui 3,8 milliards d'années, peut-être les premières bactéries. La vie, euh, il faut absolument comprendre qu'elle a des règles et qu'il faut les respecter, sinon on disparaît. Et, et donc, eux, on n'est pas encore dans l'ère écologique dans les années 1920, mais déjà, ils savent beaucoup de choses. Ils savent que l'humain doit absolument euh, s- faire en sorte que ces technologies respectent les lois du vivant. Les lois du vivant. Moyennant quoi, il peut inventer tout ce qu'il veut, mais il faut respecter les lois du vivant, sinon on disparaît, c'est tout. Et donc,
cette conscience-là, qui doit absolument être une conscience collective de l'humanité, cette conscience-là, il l'appelle noosphère. Hein. Il y a la biosphère, il y a la technosphère, et puis la technosphère doit être dirigée par une noosphère, c'est-à-dire une sphère d'esprit, une sphère d'intelligence. Et voilà. Et alors donc, oui, Pablo Servigne, qui est un ami, donc un de ceux qui ont inventé le mot collapsologie, qui ont fait une collapsologie, puis une collapsosophie, et puis qui maintenant se disent qu'il faut absolument faire une collapsopraxis, c'est-à-dire euh, Mise en pratique. une pratique, une mise en... Que faut-il faire? Que faut-il faire face au, au dérèglement croissant? On sait très bien, là maintenant, on sait, on va vers des échéances dures, enfin lourdes en tous les cas. Et, Et donc, il me demande, oui, est-ce que finalement les peuples premiers, ces Kogis, ces Bushmen, ces aborigènes qui nous disent que nous sommes très intelligents, mais que nous n'entendons plus, que nous n'entendons plus le monde, est-ce que finalement, eux, euh, est-ce que la noosphère de Teilhard de Chardin, est-ce que cette sphère collective de conscience humaine, est-ce qu'elle ne devrait pas s'inspirer, en tous les cas, s'inspirer, et je pense que oui, je pense qu'il faut, je pense qu'il y a une sorte de, moi j'appelle ça, suite à toute une série d'articles que nous faisions dans Actuel dans les années 80, que nous devons être des primitifs futuristes, c'est-à-dire faire un lien entre ce qu'il y a de plus euh, anci- euh, primordial, originel, premier dans l'être humain, et nos inventions les plus sophistiquées, donc primitifs futuristes. Primitifs futuristes. Et pas mal d'auteurs de science-fiction réfléchissent dans ces termes-là. Par exemple, Damasio, en ce moment. Damasio, sa science-fiction, elle tourne, alors je ne le cite pas dans mon livre, c'est peut-être une erreur, mais il y a tellement de gens qu'il fallu citer. J'ai remercié à la fin du livre plus d'une centaine de personnes que je remercie de m'avoir mis sur ces pistes très intéressantes. Et donc, oui, la noosphère. Alors, Est-ce que la noosphère est une idée scientifique ou mystique? Vous avez dans votre livre un dialogue entre Lisa Kearns, enseignante en Advaita, c'est-à-dire en non-dualité, et Carl Friston ou Friston, neuroscientifique. Ils disent que Carl Friston dit que la conscience est le résultat de l'incessante quête de cohérence que mène notre cerveau, comme toutes les entités vivantes cherchant à survivre au chaos. Ça, cette phrase, elle m'a beaucoup plu parce qu'on est en plein chaos en ce moment aussi. oui, oui, tout à fait. Alors, Friston comme beaucoup d'autres, euh, et en particulier comme tous les grands scientifiques matérialistes qui sont les pontes, qui sont les patrons de nos universités, de nos académies, pensent comme ça, se disent, mais alors, de plus en plus, ils ont tendance à être des phénoménologues. Phénoménologue, ça veut dire que, à l'instar du philosophe des sciences Michel Bidbol, que je cite assez largement, qui se disent, la science doit se... elle est au pouvoir d'une certaine manière, mais en même temps, elle se doit d'être humble. Parce que elle ne peut pas parler de l'alpha et de l'oméga, c'est-à-dire de ce qu'il y avait avant l'avant et après l'après. La science, elle étudie ce qui est le mieux possible avec des règles strictes. C'est ce que dit aussi Jean-Marie Pelt, avec des règles très strictes, mais elle ne peut pas parler, elle ne peut pas parler de l'esprit, elle ne peut pas parler de la conscience, elle ne peut pas parler de l'amour. Elle peut les tracer le plus qu'elle... Mais elle doit, à un moment donné, s'incliner. Et c'est ce que disait Einstein aussi, qui disait, moi, plus j'ai découvert, plus je me suis incliné. Et les scientifiques ne s'inclinent pas toujours. Ils ont un peu tendance à dire qu'ils ont le dernier mot, que c'est circuler, il n'y a rien d'autre à voir que ce que eux découvrent. Alors, effectivement, des gens comme Friston, Carl Friston, et j'en cite d'autres qui sont très honnêtes,
euh, qui sont tout à fait euh, comment ça s'appelle? Il y a un neurologue allemand aussi qui est en discussion avec Mathieu Ricard et qui reconnaît qu'il a été pris parfois dans des phénomènes de synchronicité ou de télépathie complètement incroyables et qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Il s'incline et il dit oui, je ne suis incapable de tout expliquer. En général, le scientifique dit, mais on saura expliquer. Il botte en touche, demain, on saura. Mais Freestone, oui, il est sur une piste intéressante qui dit, mais c'est quoi la conscience? C'est ce qui sans arrêt essaye de remettre de l'ordre dans le chaos anthropique, on pourrait dire anthropique au sens de l'entropie des physiciens, c'est-à-dire ce qui tend à toujours tout désorganiser et à tout homogénéiser pour transformer l'univers en une poudre froide, euh, eh bien, la conscience, quelque part, de ce point de vue-là, elle est d'ailleurs synonyme de vie. La vie, c'est ce qui sans arrêt restructure, réorganise, et on tombe un peu sur la théorie du chaos ou sur les structures dissipatives d'un autre prix Nobel qui était Ilya Prigogine, et qui dit loin des équilibres. Donc, quand on est dans le chaos, quand on est dans le chaos et qu'on est loin des états d'équilibre, la- la- l'ordre jaillit spontanément. Il y a, c'est très paradoxal, hein, c'est très paradoxal. De l'ordre peut jaillir du désordre. Et ce sont évidemment des pistes très passionnantes pour essayer de comprendre ce qu'on appelle conscience. Ce qu'on appelle conscience. Mais euh, ce que j'ai pas fini de dire à propos de la noosphère, c'est que la noosphère, elle jaillit euh, dans des esprits, en particulier celui de Teilhard de Chardin, qui sont scientifiques mais aussi mystiques. Et moi, j'ai absolument tenu à, à, à aller interroger des grands mystiques ou des grands spirituels, euh, parce que une dimension dans ce chaos, ce tourbillon de données qui peuvent donner le vertige et le tournis, il y a quelques constantes qui ressortent toujours et que j'étais tout à fait surpris de rencontrer. Et une des constantes que l'on retrouve tout le long et qui n'est pas évident d'expliquer de façon rationnelle, c'est la musique, c'est la dimension musicale. C'est-à-dire que j'aille voir le grand physicien quantique David Bohm, ou que j'aille voir des spécialistes des plantes, que j'aille voir euh, des spécialistes même des animaux, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant des années sur les dauphins. Euh, Chaque fois, il y avait, en s'interrogeant sur la conscience, une dimension musicale. Une dimension musicale, et c'est devenu presque un leitmotiv. Et les spirituels que je suis allé voir, comme le prêtre Jean-Yves Leloup, ou le maître soufi Shir Ben Tounès, ou le kabbaliste juif Pierre-Henri Salfati, tous me renvoyaient à l'idée que oui, oui, la conscience, quelque part, ressemble à une musique. Mais ces musiques, toutes ces musiques, remontent à une source. Et alors là, c'est pas une source parmi d'autres, c'est la source. C'est la source. Et cette source, elle est ineffable. Elle est ineffable et il faut le prendre au sens propre, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en dire. C'est un, c'est un silence. C'est un silence. Quand j'ai beaucoup étudié et beaucoup rencontré de gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente, très très souvent, une personne qui a vécu une expérience de mort imminente commence par vous dire, vous voyez Joël, elle commence par vous dire, il n'y a pas de mots, il n'y a strictement pas de mots humains pour décrire ce que j'ai vécu. Et donc, si on s'en tenait strictement à cette phrase, ben, ces personnes devraient se taire. Simplement, elles ont besoin de témoigner. Et dans certains cas, c'est incroyable comment elles passent de cette phrase, il n'y a strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu, à ben, tout un récit.
Et alors ensuite, il y a des journalistes comme moi qui viennent les interroger, puis qui écrivent des livres, des articles et tout, et ça circule. Et alors, on en arrive à ce que vous disiez au début. Alors oui, ça circule, ça devient finalement, tout le monde est au courant, ça circule de partout, et on peut se demander d'où sort finalement l'information. Mais sauf que je n'oublie pas que la personne a commencé par dire, il n'y a strictement aucun mot. Donc, toute cette mythologie, on pourrait dire, mais au sens noble de mythologie, qu'est-ce que c'est une mythologie? Je crois que c'est une façon que les humains ont de raconter une histoire à propos d'une réalité qui ne peut pas se raconter, qui n'a pas de mots. Et c'est pareil pour le silence. Toutes ces musiques, chaque fois vous creusez la piste de la conscience des animaux, vous parlez des pierres. Alors sur l'IA, ça sera encore une autre histoire, et ce qui est absolument débutante. On n'en est qu'au démarrage, mais peut-être que ça conduirait à de la musique aussi. Je ne sais pas s'il y a de la conscience. Mais en tous les cas, toutes ces musiques dont les sages me disent oui, mais alors attention, remarque que ce qu'il y a d'important dans une musique, et ça, moi, je ne suis pas mélomane, je ne suis pas musicien, et donc j'ai à réfléchir un moment à ce qu'ils disent là, remarque que la beauté d'une musique tient dans les silences qui séparent les notes, qui séparent les notes. Et c'est ce silence qui nous dit dans quel état de conscience était celui qui a composé la musique et celui qui l'interprète. Et celui qui l'interprète. Et dans les deux cas, c'est des silences. Et alors, il y a des gens qui ont poussé très loin. Euh, il y a des musiciens qui ont fait des concerts de silence. Ça, c'est incroyable. Mais plus simplement, mon ami Marc de Smet, qui conclut le livre, me dit, mais remarque quand un concert a été très très bon, même si c'est un concert de rock ou de pop ou un grand concert de musique, quand les gens sortent de la salle ou du stade ou de l'endroit où s'est passé le concert, ils sont en silence. Ouais. Marc me dit qu'il a lui-même toujours été très sensible à la beauté du silence qui s'empare des spectateurs d'un concert quand ils en sortent et qu'ils sont comme enivrés. Et, et donc, quelque part, là, évidemment, ben, il va falloir que je me taise parce que le silence. Oui, mais de toute façon, vous avez tout un chapitre sur la musique, hein. Vous parlez de pourquoi chanter relie la terre au ciel, chanter ensemble réveille la conscience, et vous dites qu'on a tendance à plus chanter qu'avant les gens chantaient. C'est vrai, moi je me rappelle, les gens chantaient, et même à ne plus parler, donc ou alors parler pour ne rien dire. Mais donc il y a tout un chapitre sur la. Alors, c'est un chapitre, c'est pas exactement moi qui le dis, c'est que je suis allé interviewer Ouais. Jill Peirce, cantatrice, professeure de chant de chorale, mais professeure de chant choral, on pourrait dire transgénérationnel, c'est-à-dire que elle a monté ce qu'elle appelle, c'est une élève de Stockhausen, mais aussi élève des moines tibétains, des aborigènes. Elle a fait énormément, son parcours est immense, et elle a monté des mandalas sonores là-bas en Angleterre, puis quelquefois ailleurs en Europe, euh, où elle fait chanter des groupes entiers, elle fait chanter 80 personnes en même temps, pour faire. Alors là, mais là, ça nous branche sur autre chose que j'aimerais bien connaître, mais que je ne connais pas, pour faire venir les ancêtres de ces gens. Alors, c'est pas exactement du candomblé comme au Brésil, parce qu'au Brésil, quand ils font venir les ancêtres, ça c'est une tradition qui arrive d'Afrique, c'est les orishas du Nigeria, euh, i- c'est par des transes. Alors là, les personnes entrent en transe. Alors là, elles rentrent dans un état de conscience très, 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 très modifié. Tandis que je ne crois pas que Jill Peirce fasse entrer en transe, mais je voudrais expérimenter ça. Et alors, elle dit, oui, en effet, ce que vous venez de dire, à savoir que nos ancêtres chantaient, mais tout le temps. Euh, les artisans avaient leur chant, on chante quand on sème, quand on récolte, quand on laboure, on chante pour un enfant qui va naître, on chante pour une personne qui va mourir, on chante évidemment au mariage, on chante soi-même, on met pas on branche pas sur la sono des musiques faites par d'autres.
on chante soi-même. Et elle dit, et c'est quelque part à mettre en rapport avec le fait, ce que disent les peuples premiers qui nous disent, mais vous n'entendez plus. Et peut-être que si nous n'entendons plus, c'est parce que nous ne chantons plus. Nous devrions, heureusement, il y a plein de chorales, il y a plein de chorales, c'est très bien, mais ça ne remplace pas le fait de chanter toute la journée partout. Et donc, les petits-enfants chantent. Moi, là, j'ai une école maternelle juste à côté de chez moi. Je suis très étonné l'après-midi quand je vois les parents récupérer leurs enfants. Des petits-enfants très spontanément chantent. Et on devrait le faire plus. Ouais. Joël, vous devriez inviter vos followers à chanter. Oui, mais on va partir sur la partie sur le soleil est-il conscient? Vous faites une drôle de tête le 5 avril 2021 quand vous recevez un email avec un PDF d'un article de Rupert Sheldrake. Vous pensez que c'est une blague où il est marqué que le soleil est conscient et en rapport avec les champs morphogénétiques. Pourquoi vous avez pensé dès le départ que c'était une blague? Rupert Sheldrake, je le connais bien depuis longtemps. Il a déjà, il a déjà dû essuyer toutes sortes d'attaques de la part de toutes sortes de gens ultra-rationalistes, sceptiques, etc., avec son idée, sa grande idée des champs morphiques ou morphogénétiques. Et donc je me disais, oulala, dans quoi il se lance? Il, Imaginez que le Wikipédia de Rupert Sheldrake, il était systématiquement saboté par les cercles de sceptiques américains. Il a fallu une intervention, je crois, de Charles d'Angleterre, à l'époque où il était encore prince de Galles, auprès du patron de Wikipédia pour dire, mais arrêtez de saboter le Wikipédia de ce mec, c'est pas possible. Et je crois que ça s'est un peu arrêté. Mais en tout cas, je vois ce titre, Le soleil est-il conscient? Je me dis, mais dans quoi s'est-il encore fourré? Il va se prendre des coups de bâton. Et puis finalement, j'ai été donc là aussi surpris parce qu'il ne fait pas du tout allusion au champ morphogénétique dans cet article. Pas du tout. Il aurait bien aimé, mais il disait non. Je voulais être absolument publié. Il a été publié dans une revue. Je donne le nom de la revue. C'est une revue à comité de lecture c'est une revue scientifique sérieuse. Et il s'est amusé à cet exercice. Enfin, on pourrait presque dire que c'est un amusement parce que, en somme, il s'adresse au monde scientifique en disant, vous pensez que la conscience est une production de notre cerveau parce que nos connexions neuronales ont atteint un tel degré de sophistication, les connexions neuronales des êtres humains. Il y en a un peu chez certains grands mammifères, mais les humains sont particulièrement entre les deux oreilles. Nous avons un des systèmes les plus complexes de l'univers. Euh, et c'est parce que nous avons atteint ce degré de complexité que quelque chose émerge qui cherche à organiser le chaos et qui s'appelle la conscience. Il dit, bah alors, dans ce cas-là, ok, je vous prends au mot. Eh bien, alors, dans ce cas-là, le soleil peut très bien être conscient lui aussi parce que, et alors là, j'ai appris des tas de choses sur le soleil que je ne connaissais pas. Pour moi, le soleil, c'était en gros une énorme bombe thermonucléaire, la plus simple des bombes thermonucléaires qui transforme de l'hydrogène en hélium. On ne peut pas faire plus simple comme thermonucléaire. Et puis voilà. Mais je ne m'étais jamais spécialement intéressé au Soleil. Et j'ai découvert, grâce à cet article, qui est un gros article de 60 pages, euh, que le Soleil est très complexe, très 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 complexe. Que alors, je n'ai pas vérifié, mais j'ai aucune raison de penser que Rupert ait écrit des âneries. Il n'aurait pas pu, puis de toute façon, ça ne serait pas passé. Que par exemple, un grain de lumière, vous savez, ça s'appelle un photon, un grain de lumière créé au centre du Soleil, dans le cœur du Soleil, là où se passe la réaction thermonucléaire, un photon créé à cet endroit-là, il peut mettre jusqu'à 1 million d'années pour aller du cœur du Soleil jusqu'à sa surface, jusqu'à la photosphère, celle que nous voyons, n'est-ce pas?
1 million d'années. Pourquoi? Parce que les, 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 les boucles que forme la matière solaire sont d'une complexité comparable à celle de notre cerveau. Une complexité incroyable et une complexité qui est non linéaire. C'est-à-dire que une complexité linéaire, ça serait c'est un truc très, très compliqué, mais très régulier et monotone en quelque sorte. Alors que le non linéaire, c'est inattendu, c'est plein d'imprévisibles, c'est pas du tout répétitif. Eh ben, les, les, la structure interne du Soleil a un degré de sophistication comparable à celui de nos cerveaux et de façon non linéaire. Donc, il dit le Soleil peut très bien être conscient et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne l'est pas, puisque tout ce que nous connaissons dans le monde proche, en tous les cas quand nous l'approchons, on s'aperçoit que la conscience, elle est partout. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas dans le Soleil. Puis alors ensuite, il, c'est pas qu'il botte en touche, mais il repousse un peu plus loin, parce qu'en disant, il y a, comment dire, il y a une règle qu'en anglais on appelle the winner takes all. The winner takes all, ça veut dire c'est le gagnant qui rafle la mise. Le gagnant rafle la mise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on pourrait dire que vous, votre foie ou votre cœur ou vos intestins sont organisés d'une manière, enfin, ils sont auto-organisés d'une façon qui suppose qu'il y a un degré, un petit degré de conscience. Mais toutes ces consciences de toutes les parties de votre corps, quelque part, elles délèguent la conscience supérieure, elles la délèguent à ce qui gouverne l'ensemble, c'est-à-dire votre moi, qu'il se situe dans le cerveau ou dans le cœur. Admettons que ça soit dans le cerveau, c'est délégué. Et Rupert Sheldrake dit, ben, il en va vraisemblablement de même dans le cosmos, c'est-à-dire que le Soleil est un système qui a vraisemblablement un degré de conscience, mais il est en communication avec les autres étoiles de notre galaxie, et ça on le sait, ils sont en relation, ne serait-ce que par les vents solaires, qui quelquefois perturbent nos, nos- 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 nos organisations humaines. Euh, et il y a à peu près autant d'étoiles dans la galaxie qu'il y a de neurones dans notre tête. Donc on pourrait penser que c'est la galaxie, en fin de compte, qui est consciente, ou plutôt, et là, euh, enfin, il y a énormément de choses à dire, ou plutôt, on pourrait penser que peut-être la conscience de la galaxie se concentre dans le trou noir qu'il y a au centre, parce qu'on on sait aujourd'hui que toutes les galaxies tournent autour d'un trou noir. Et est-ce que ce ne serait pas ce trou noir qui concentrerait, vous voyez, toutes les consciences partielles des différentes étoiles. Il y a un truc comme ça, et, il argumente de façon intéressante parce que il remet en cause, éventuellement, il peut remettre en cause euh, une des hypothèses qui, depuis plusieurs décennies, gouverne l'astrophysique, c'est qu'on pense que l'univers il serait incompréhensible si on ne supposait pas qu'il contient de la matière noire et de l'énergie noire. Et à 90%, il serait composé de matière noire et d'énergie noire, sauf qu'on n'en a pas pour le moment capté la moindre parcelle. Donc, notre univers tient, dans les théories d'astrophysique, notre univers tient bon parce qu'il y a une hypothèse qui sert en quelque sorte d'amortisseur général. Il y aurait une matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est, et une énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, et elle remplit 90% de l'espace. Et, et alors, donc, ça, c'est généralement admis aujourd'hui, sauf qu'il y a quelques contestataires, et Sheldrake d'eau à leur moulin, parce que ils disent il y a un truc très bizarre dans l'univers, c'est que on s'aperçoit que les étoiles qui sont les plus éloignées du centre de la galaxie
ont tendance à se repositionner. On se repositionnait et on vous dira, bah oui, c'est vraisemblablement l'énergie noire ou la matière noire qui sert de rembourrage général à cet espace-temps. Et, et, et Sheldrake évoque, alors là, j'ai plus le nom de l'astrophysicien américain qui travaille là-dessus, mais on trouve ça dans mon bouquin, euh, qui dit, mais non, les- de la même façon que les cellules de votre foie ou de votre cœur peuvent éventuellement se euh, communiquer entre elles, cellule après cellule, et se réorganiser, eh bien, ça seraient les étoiles elles-mêmes qui se repositionneraient dans la mesure où, étant loin du centre de la galaxie, elles pourraient avoir tendance à partir entraînées par des forces centrifuges. Voilà, donc il y a des choses comme ça tout à fait marrantes. Et, et- et donc, euh, et donc, c'est à la fois une blague, cette histoire de le Soleil est-il conscient, et pas du tout une blague, parce que, il pourrait très bien l'être. Et s'il l'était, en fait, ça serait toute la galaxie, et en fait, ça serait les trous noirs. Et donc, l'univers est conscient, et plus j'ai plus j'ai creusé la piste, plus quelque part, à la fois, j'ai été convaincu rationnellement, et en même temps, j'ai rencontré des cultures anciennes qui disent, ah bon, bah, là, dites donc, il vous en a fallu du temps pour arriver à cette évidence, parce que tout le monde le sait, quelque part, dans les grandes traditions. Dans les grandes traditions, c'est une évidence. Certains pensent que notre étoile pourrait être comparée à un neurone et notre galaxie a un cerveau. Celle-ci compte à peu près autant d'étoiles que notre cortex a de neurones. Et puis notre Soleil, il est tout petit par rapport à Stephenson, dont le volume est plus d'un milliard de fois supérieur à cette... La plus grosse étoile connue, oui. Ouais, Mm. c'est incroyable. Donc il faut se remettre à chanter. C'est ce que vous dites à la fin du livre, hein. Finalement, le chant, c'est quoi? C'est une vibration avec l'univers. Je pense que au début, il y a eu un son quand même, hein. Dans le silence, c'est sorti un son. C'est ce que, C'est le cri de l'enfant aussi, hein. c'est ce que dit aussi, oui, oui, on peut le dire aussi comme ça. C'est ce que disent pas mal de traditions. Les- c'est peut-être le Om des Indiens. Om Triambakam Vajamahe Sugandim Pushtivadenam. Les mantras commencent tous par Om et terminent. Et, mais Mais vous terminez votre livre par l'éloge du silence, hein, quand même aussi. par l'éloge du silence, c'est ça, c'est-à-dire que tous ces, le, le son primordial, il sort d'un silence. Donc et, et Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre chrétien, me dit c'est un silence très subtil. Tous les sons sortent d'un, tous les sons sortent d'un silence très subtil. Et, et de ce silence, ben, par définition, on ne peut pas dire grand-chose, sauf essayer d'entrer soi-même dans le silence. Il dit qu'il y a plusieurs silences, hein. Il Ah, y a... ça, c'est Ouais. Marc de Smet, qui, dans son Éloge du silence, qui est son grand best-seller, qui, se, qui est sorti il y a bien 40 ans, dit oui, parce que lui était en tant que méditant zen et professeur de méditation zen, Marc de Smet dit que ce qui le frappait, c'est qu'on parlait du silence comme s'il n'y en avait qu'un, alors que il dit il y a des silences de toutes les couleurs. Il y a des silences désespérés, il y a des silences remplis de bonheur, il y a Silence des, bavard. des silences satisfaits, des silences... pardon, vous disiez? Des silences très bavards. Il y a des silences très bavards, oui, oui, tout à fait, aussi bavards que moi. Il y a aussi le fait qu'on a oublié de respirer, on ne respire plus. Et vous parlez de Pierre-Henri Salfati, qui dit que c'est le souffle qui relie, ce souffle qui met 3 jours à quitter le corps. Après, vous évoquez un peu le monde musulman. Donc, c'est un livre très intéressant.
Il y a Maître Deshimaru qui disait quand vous méditez et faites le silence en vous, vous influencez le monde entier. Moi, j'y crois assez, ça, finalement, plutôt que d'aller crier dans les rues, aller taper des pieds. Oui, ce que vous dites est très vrai, mais en particulier si votre silence est habité de joie, de sérénité, si quelque part c'est pas un silence gêné, c'est pas un silence inquiet, ou c'est pas un silence paranoïaque, et comme vous le faisiez remarquer, comme me le dit mon ami Marc de Smet à la fin, tout à fait à la fin du livre, euh, il y a plusieurs sortes de silence, et le silence très subtil dont parle Jean-Yves Leloup quand il dit, mais en fait, tout sort, la source première de tout est un silence, c'est un silence très habité, c'est un silence plein, un silence mais ineffable, tellement plein qu'il nous dépasse. Et puis, il y a aussi le fait que les états de conscience ne sont pas la conscience elle-même, le danger de s'enfermer dans un état de conscience donné. C'est ça. Là, c'est là où se séparent alors complètement, même dans des dialogues très beaux comme celui entre euh, euh, la, la- l'enseignante en Advaita, comme vous disiez, et Carl Friston, le neurologue, ou entre Mathieu Ricard et Peter Wolf. Peter Wolf, c'est le neurologue allemand. Ce qui les sépare toujours, c'est ça. C'est-à-dire ils dialoguent de manière souvent très constructive, ils sont d'accord sur des tas de choses, mais à un moment donné, celui qui est mystique, on pourrait dire, mystique, spirituel, qui croit à une transcendance, va dire, bon, il y a des états de conscience, mais ils ne sont jamais que différents visages de la conscience en soi, la conscience de rien, pas la conscience de quelque chose, la conscience en soi. Et là, les scientifiques euh, récusent, ne sont pas d'accord, disent non, non, il n'y a pas la conscience, ça n'existe pas. Ça, c'est la grande divergence. Est-ce qu'il existe quelque chose qu'on appelle la conscience et qui serait en fait à l'origine de tout, ou est-ce que il y a simplement un phénomène qu'on appelle état de conscience, ça peut bouger, c'est différent, mais il n'y a pas la conscience. Donc ça, c'est vraiment la grande césure entre, on pourrait dire, les spiritualistes et les matérialistes. Je vais terminer avec les dernières phrases de votre livre qui sont vraiment intéressantes. Albert Einstein disait, plus j'ai découvert, plus je me suis émerveillé, plus je me suis émerveillé, plus je me suis incliné, plus je me suis incliné, plus j'ai découvert. Et Gita Malache, à qui je lisais cette phrase, ajoutait, d'accord, mais précise bien qu'il y a deux façons de s'incliner. La première t'écrase et t'humilie, la seconde t'élève et te magnifie. Ne te gourre pas, choisis la bonne. Très très belle. Quand même qu'on s'incline hein, devant ce soleil, qu'il soit conscient ou pas. Les ancêtres vénéraient le soleil. Merci beaucoup, Patrice Van der Sel. Le Merci, soleil Joël. conscient aux éditions Guy Trédaniel, c'est un très gros livre qui fait 450 pages. Énorme, énorme, énorme. Mais je sens que vous avez vous avez un peu transpiré, mais Oui, il peut se lire par petits bouts, oui, il y a beaucoup de sujets. Hein, donc, beaucoup de petits sujets. on peut prendre des sujets qui nous intéressent, mais je veux dire, Tout à fait, tout à le fait. sujet sur le soleil, il est quand même pas mal à la fin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il faut se remettre à réenchanter le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et il dit le soleil, qui est à la fois mâle si on dit le soleil, mais femelle si on est en Allemagne et qu'on dit die Sonne. Die Sonne, La soleil. c'est Ouais. la soleil. Les Allemands disent la soleil. Donc c'est un dieu-déesse à qui nous devons tout. Nous Et le pourrions. soleil et le lune. C'est quand Et même. ils disent le lune, oui.